Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'appel au dialogue de l'opposition en Guinée équatoriale. Plusieurs partis ont rejoint la convergence. Pour la démocratie sociale, objectif, obtenir des échanges constructifs avec le président Obiang Nguema Mbagozo. Le président camerounais Paul Biya salue le courage des otages. Libérés ce samedi, ils ont été reçus à Yaoundé par le chef de l'État qui a promis l'éradication totale du groupe Boko Haram. En Mauritanie, les grands chantiers immobiliers se multiplient. Pourtant, le manque de main-d'œuvre locale est une réalité. Vous verrez que les autorités font de plus en plus appel aux travailleurs étrangers pour combler ce manque. En Guinée équatoriale, certains partis politiques de l'opposition ont rejoint ce vendredi la CPDS, la Convergence pour la démocratie sociale, une coalition de partis d'opposition. Objectif, obtenir un dialogue politique avec le président de la République, Teodoro Obiang Nguema Mbagozo, un dialogue politique que le gouvernement prévoit d'intensifier dès le mois de novembre. Explication avec notre correspondant sur place, Léopoldo Enemé. L'opposition équato-guinéenne appelle à un dialogue avec le chef de l'État Teodoro Obiang Nguema Mbagozo et les partis politiques. Un appel lancé ce vendredi par André Sonondo, le secrétaire général de la CPDS, la Convergence pour la démocratie sociale. André Sonondo avait rencontré le chef de l'État équato-guinéen en avril 2014 et s'était accordé sur la nécessité de mettre en place un dialogue qui, selon Andrés, le gouvernement veut silencier. La rencontre d'aujourd'hui vise à faire savoir à la population que l'idée d'une table de dialogue existe et que nous voulons également que l'opinion publique internationale sache où en est ce dialogue, quelles sont les stratégies que le gouvernement est en train de faire. Il s'agit par ailleurs de dénoncer ce que font la CPDS et les autres partis qui ont signé le manifeste de Madrid contre les manœuvres du gouvernement sur le thème de table de négociation. Le manifeste de Madrid dont parle André Sonondo est un document signé par l'opposition dans la capitale espagnole le 22 mars dernier sur l'impulsion de la CPDS. Dans ce document, les partis politiques et les mouvements signataires ont exprimé leur adhésion pour un dialogue. Des discussions dans lesquelles seront abordés les principaux problèmes du pays, une étape primordiale selon la CPDS. Il s'agit d'une première étape. Nous allons maintenant faire une tâche intensive d'information et de sensibilisation de la population. Pas seulement pour que les gens sachent qu'il y a besoin d'un dialogue, mais aussi que les populations prennent partie à ce dialogue. C'est la chose la plus importante dont notre pays a besoin en ce moment. L'opposition équato-guinéenne est de plus en plus mobilisée pour un dialogue avec le pouvoir. Des discussions que les autorités ont acceptées et prévues pour novembre 2014, ce qui pourrait faire des remous récites dans le contenu des discussions. L'opposition exige la promulgation d'une loi de réconciliation nationale, une législation claire qui résiste le fonctionnement des partis politiques en Guinée équatoriale et l'accès équitable aux médias d'État. Deux débats que le CPD souhaite en présence d'observateurs internationaux. Au Cameroun, les otages libérés ce samedi ont été reçus à Yaoundé par le président de la République, Paul Biya. Parmi eux se trouvent des travailleurs chinois et des Camerounais, dont l'épouse du vice-premier ministre Amadou Ali. Paul Biya a promis l'éradication totale du groupe nigérian Boko Haram, soupçonné d'être à l'origine de la capture. Écoutez la réaction du président camerounais. Je voudrais dire que grâce à leur courage, à leur volonté, à leur détermination, qu'ils ont pu survivre. Je les en félicite. Je leur souhaite beaucoup de chance pour l'avenir et je leur souhaite un bon retour dans votre grand pays. Mes chers compatriotes, je ne peux pas cacher la joie que nous éprouvons de vous voir revenus, sains et saufs. Madame Ali est de nouveau parmi nous. Vous avez fait preuve de courage, d'endurance, de croyance en Dieu. C'est ce qui vous a sauvés. Le Niger a approuvé en Conseil des ministres la convention d'exploitation de 2 mines d'uranium situées dans le nord du pays. Le Niger et le groupe Areva avaient signé en mai 2014 un accord de partenariat stratégique devant conduire à la signature de nouvelles conventions régissant la Somaïr et la Cominac, les deux sociétés exploitant les mines d'uranium qu'Areva contrôle partiellement.
En Mauritanie, les projets, les chantiers se multiplient notamment dans le secteur de l'immobilier. Une production en hausse alors que le pays est en déficit de main-d'œuvre qualifiée. Résultat, le pays fait appel aux travailleurs étrangers et plus particulièrement aux Sénégalais. Reportage de notre correspondant sur place, Mohamed Lamine Solano. En Mauritanie, le besoin en main-d'œuvre qualifiée se fait de plus en plus sentir. Nombreux sont les chantiers sur lesquels l'activité est au ralenti depuis une semaine. Beaucoup expliquent cette situation par le départ des ouvriers sénégalais pour fêter la Tabaski dans leur pays. Il faudra attendre 2 à 3 semaines pour que le travail retrouve son rythme habituel. La communauté sénégalaise est très importante en Mauritanie. Selon les statistiques, elle représente environ 40% des étrangers vivant dans le pays. Les étrangers contribuent quand même au développement des pays. Je vais prendre l'exemple précis des Sénégalais, qui sont là assez nombreux par l'effet de la proximité des deux pays, parce que c'est des pays riverains. Les Sénégalais sont assez nombreux et ils travaillent dans divers domaines d'activité. Si je prends l'exemple, par exemple, du bâtiment, vous faites le tour de Nouakchott, même à l'intérieur du pays, vous ne trouverez que la quasi-totalité de ces ouvriers qui travaillent dans ces bâtiments, ce sont des Sénégalais. Face au déficit de main-d'œuvre qualifiée, les pouvoirs publics ont mis en place des réformes du système éducatif en valorisant la formation professionnelle. Ceci permettra de limiter le taux de chômage des jeunes qui dépassent les 14%. On fait toujours recours à nos amis voisins, soit sénégalais, soit marocains, soit algériens, pour répondre aux besoins du marché de l'emploi qualificatif. Mais pour les nationaux, il y a très peu. Je peux te dire qu'il y a très peu. Et nous souhaitons que vraiment l'État regarde. Et le besoin qui se fait sentir, ce sont les formateurs eux-mêmes qui doivent avoir des compétences techniques pour former des bons qualifiés. Convaincre les Mauritaniens d'exercer les métiers manuels demeure une tâche difficile. Il convient aujourd'hui au gouvernement de mettre en place des initiatives devant encourager les jeunes à se diriger vers cette filière. La Tanzanie a connu ces dernières années une série d'attaques sur les personnes atteintes d'albinisme, des attaques liées à des mythes et à la sorcellerie. Pour protéger ce groupe vulnérable, le gouvernement tanzanien a décidé de rassembler les enfants albinos dans des centres sécurisés. Regardez ce sujet de la rédaction. À Dar es Salaam, cette classe accueille au premier rang un écolier que le gouvernement tanzanien a décidé de protéger. Wigulu est albinos. Âgé de 10 ans, il a été agressé en raison de son albinisme. Avec un ami, nous marchions près des champs lorsque 2 hommes ont commencé à nous jeter des pierres. L'un d'entre eux a ôté son chapeau pour couvrir mon visage. Je ne pouvais plus voir. Il m'a coupé mon bras et s'est enfui. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux pour lui qu'il vive là-bas, parce que s'il était resté là, je l'aurais perdu. Dans un rapport publié en 2012, une ONG tanzanienne expliquait que des croyances populaires font de l'albinisme un signe de sorcellerie. Pour éviter aux enfants d'être la cible d'attaques, les autorités ont créé 13 centres à travers le pays pour les accueillir. Après le déclenchement de la mise à mort des albinos, le commissaire régional a décidé de désigner un endroit pour garder en sécurité ces personnes. Ici, nous gardons les enfants qui craignent de disparaître. Ils ont besoin d'être libres. Ce n'est pas bon pour eux d'être cloîtrés ici, mais nous n'avons pas le choix face aux menaces qui les guettent. Dans les régions frontalières entre la Tanzanie et le Burundi, les croyances occultes restent vivaces au sujet des albinos. On attribue à leur corps des vertus magiques recherchées par les sorciers et les guérisseurs. En Tanzanie, chaque année, plus de 500 albinos sont victimes de leurs différences. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.